Salut Internet. Des traditions spectaculaires dans le monde, il y en a à l'infini. J'en ai présenté beaucoup sur cette chaîne depuis 10 ans, mais je leur ai jamais consacré une vidéo entière. Et quoi de mieux que le format 197 pour le faire? Une tradition pour chaque pays du monde. Certaines coutumes traversent évidemment les frontières, donc si j'en parle pour un pays, ça peut se retrouver ailleurs, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Pas mal d'entre vous m'ont aidé à trouver des traditions pour quelques pays, donc merci à vous. Allez, on a de la route à faire, c'est parti. Vous avez l'habitude, on commence en Afghanistan avec des cerfs-volants. Incroyable ça. Pendant plusieurs mois, de novembre à mars, les Afghans se livrent à de véritables batailles dans le ciel, avec un but très simple, couper le fil de son adversaire. Des centaines de milliers de cerfs-volants sont vendus pendant cette période. Généralement, ça se passe le vendredi et vous le voyez sur les images, les gens ont l'air tellement heureux. L'Afrique du Sud nous offre notre première danse de cette vidéo et pas la dernière, vous allez voir qu'on a beaucoup de danses. Ici, je voudrais vous parler de la Gumboot Dance, littéralement la danse des bottes en caoutchouc. Elle a été développée par les mineurs noirs qui avaient interdiction de parler lorsqu'ils travaillaient dans les tunnels. Ils ont donc créé un code pour communiquer et ça a évolué vers cette danse. Certains mouvements sont directement inspirés de ceux des dirigeants des mines qui se déplaçaient d'une manière particulière. On dirait un peu des claquettes finalement, mais avec des bottes. Qui dit tradition dit coutume culturelle. En Albanie, il existe la Besa, le code d'honneur albanais, qui se transmet de génération en génération. Il établit des règles de loyauté, d'hospitalité, de protection des invités. Vraiment, c'est une promesse extrêmement sacrée. Quand je vous dis code d'honneur, les gars, il n'y a pas plus sacré que ça. On ne rigole pas avec la Besa en Albanie. En Algérie, on retrouve l'Aélil, qui combine musique, chant, poésie, danse. C'est une pratique qui est directement associée au peuple berbère des Zénètes, qui vivent dans la région de Gourara. L'Aélil est pratiqué lors d'événements importants, comme les mariages, les fêtes religieuses, et ça peut durer plusieurs heures. Pour l'Allemagne, j'ai pas le choix les gars. J'étais obligé de vous parler de l'Oktoberfest. Et son origine est très précise. Et c'est très rare de connaître l'origine très précise d'une fête. En l'occurrence, c'est le 17 octobre 1810 qu'a eu lieu la toute première fête de la bière. C'était pour célébrer le mariage de Louis Ier de Bavière et de Thérèse de Saxe-Hildburghausen. Une binouse pour le roi et la reine et un gros mal de tête le lendemain pour la population. J'ai trouvé une danse incroyable en Andorre, la Contrapasse. Ça consiste à danser en ligne, en cercle, à marcher, à trottiner ou à se barrer de la danse quand t'es saoulé. Voilà, de la bonne danse folklorique qui semble avoir pour origine les terres catalanes. Maintenant, dites-moi, s'il y a des Andorrans qui passent par là, je sais que vous êtes pas nombreux, mais il y en a bien un ou deux qui regardent mes vidéos, je suis tombé sur cette danse de géants et j'aimerais comprendre ce qui se passe juste à ce moment-là, quand tous les gens foncent ramasser des trucs en dessous. Je capte pas. Si vous voulez vivre la culture angolaise à fond, il y a un moment de l'année où il faut aller sur place. Pendant le carnaval de Luanda, comme ça vous avez la totale, chant typique, costume traditionnel, danse des différentes municipalités du pays. Vraiment, c'est un carnaval qui réunit tout le peuple et qui célèbre plein de traditions du pays. Antigua et Barbuda est le berceau du Bénin, un genre musical proche du calypso, considéré à l'époque comme grivois et assez subversif. Tout simplement parce que les paroles concernaient généralement les scandales de la haute société. Voilà, on se servait de ces musiques pour dévoiler les petits secrets, on chantait qui avait été hypocrite avec qui avait couché avec qui, c'était pas apprécié par tout le monde du coup. Mais j'ai l'impression que ce temps-là est un petit peu révolu et que depuis c'est vachement lié au carnaval, que ça se mixe notamment avec de la soca, un autre genre très populaire. En tout cas, j'ai rajouté cette track à ma playlist du moment. L'Arabie Saoudite nous présente l'Alarda al-Najdiya. Comme vous le voyez, il s'agit d'une tradition où des hommes armés d'épées se balancent en chantant des poèmes au rythme des tambours. Elle a lieu lors d'événements majeurs et symbolise l'unité sociale. C'est assez impressionnant. Direction l'Argentine maintenant pour participer à l'assado, le barbecue argentin. Il désigne autant le repas en lui-même que le moment de convivialité entre amis et membres de la famille. Au vu des images, ça peut être un truc énorme. Et quand on fait un assado, il faut un assador. Une sorte de maître du barbecue, un chef de l'apéro. C'est lui qui est responsable de la cuisson des viandes. Et c'est tout un art, il faut être patient parce que cette dernière est très lente. C'est pour que les fumées du bois imprègnent bien la viande. Et on les sert une par une, histoire de bien profiter. Finalement, il y a tout un océan qui nous sépare, mais assado, apéro, on est sur le même concept les gars.
Je vous conseille d'aller en Arménie au mois de juillet. Vous aurez de grandes chances de pouvoir célébrer Vardavar. Le but est assez simple, il faut s'asperger d'eau. Tout le monde. Tu prends un seau d'eau, tu le balances sur les gens. Aujourd'hui, cette tradition est associée à la religion chrétienne, mais elle est beaucoup plus ancienne que ça. À l'origine, elle est liée à Astrik, déesse de la beauté, de l'amour et de l'eau, évidemment. Si c'était la déesse de la sauce soja, on se balancerait de la sauce soja à la tronche, voilà. Vous entendez ce son? Cette musique est jouée depuis des millénaires grâce à peut-être le plus vieil instrument du monde, le didgeridoo. C'est originaire d'Australie, plus particulièrement des peuples autochtones du Nord et... tenez-vous bien, parce que je l'ignorais totalement. Certains modèles sont naturels, entièrement creusés par des termites. C'est fou! Je me suis demandé à quel point c'était beaucoup plus cher que des versions fabriquées par l'homme, et c'est beaucoup plus cher. Pour l'Autriche, je veux absolument vous parler de la parade des Krampus. C'est des petits démons cornus qui accompagnent Saint-Nicolas pour punir les enfants méchants pendant la période de Noël. Et j'anticipe, des Krampus, il n'y en a pas qu'en Autriche, hein. Ils ont plusieurs noms selon les régions et les pays où on se trouve, mais là-bas, il y a une parade incroyable. Non mais regardez-moi ces trucs. C'est pas du tout mignon, c'est terrifiant en fait, un Krampus. Chebeke Seneti est un art traditionnel et architectural qui nous vient d'Azerbaïdjan. Je vous vois venir, oui, ça ressemble à des vitraux, mais c'est particulier. Ici, on n'a que des bouts de bois, des morceaux de verre colorés, il n'y a pas de colle, ni de clous, rien du tout, c'est juste du savoir-faire ancestral. Le Junkanoo est une parade très importante aux Bahamas, si importante que depuis 2023, elle est inscrite sur la fameuse liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, ça veut dire que ça pèse, d'accord? Elle trouve son origine au début du 19e siècle, quand les Africains réduits en esclavage célébraient leur rare jour de congé vers la période de Noël. Jusqu'au début du XXe siècle, la pêche à la perle était une activité très courante au Bahreïn. Et puis ça a vachement décliné. Pour supporter les semaines en mer, les Bahreïniens avaient l'habitude de chanter. Mais ils chantaient pas du Shakira. C'était des chants interprétés à des moments très précis. Par exemple, il y avait un chant pour ramer, un chant pour hisser la voile, un autre quand les plongeurs allaient dans l'eau, etc. Je vous mets un extrait, c'est impressionnant à entendre. Ces hommes n'essaient pas de s'enfuir d'un kraken affamé, ils pratiquent juste le Nukabaïch, un sport traditionnel du Bangladesh. Il s'agit d'une course où chaque bateau peut accueillir jusqu'à 100 personnes, théma la taille du tronc d'arbre à creuser. Et interdiction évidemment d'utiliser un moteur, tout se fait à la force des bras, ça a l'air tellement physique. On traverse la planète et bienvenue au Crop Over de la Barbade. C'est le festival le plus populaire du pays. À la fin du XVIIIe siècle, la Barbade est un gros producteur de canne à sucre et quand arrivait la fin des récoltes et que celle-ci avait été bonne, on célébrait tout ça. La tradition a été relancée dans les années 70 et on est passé d'une fête de fin de récolte à un carnaval où on danse, on chante, on twerk, on s'ambiance un max. C'est le principe de ce format, on passe souvent du coq à l'âne, donc là on oublie les strings à paillettes et on remet les manteaux. Changement d'ambiance avec la Belgique, direction Geraardsbergen, pour participer à la tradition du Krakelingen, qui veut dire bretzel selon Google Trad. Et c'est normal, c'est la fête du pain qui s'avère être en forme de bretzel. Son apothéose étant évidemment le Krakelingenworp, le lancer de bretzel, qui a lieu juste après que, tenez-vous bien, les élus de la ville aient bu du vin avec des petits poissons vivants dedans. Petits poissons qui se retrouvent ensuite dans le ventre des élus, parce qu'ils les gobent. Puis après, ils jettent des bretzels. Puis après, le soir, on fait un grand feu de camp où on brûle ce machin là. Bon, visiblement, ils ont plus le droit de mettre des poissons vivants là depuis peu. Vous savez quoi? Les courses de bateaux, c'est pas réservé qu'au Bangladesh. Voici par exemple Belikin la Rotamaya. 280 km de course divisés en 4 jours. 3 personnes par canoë, des pros, des amateurs qui se lancent à l'assaut de la Old River qui traverse le Belize d'ouest en est. C'est une course mythique et pour le coup, eux, ils essaient de fuir un kraken affamé, je crois. Le canevaux est un pagne tissé traditionnel provenant du Bénin. C'est le roi d'Abomey, Agonglo, qui l'a introduit dans le pays à la fin du XVIIIe siècle. Il est généralement réservé pour les grandes occasions à cause du prestige qu'il symbolise, et depuis quelques années, il revient grandement à la mode. Regardez par exemple, photo emblématique, voici Béhanzin, un autre roi qui le porte. Il a pas trop la classe franchement ?
Dans ce monastère du Bhoutan, une danse sacrée est pratiquée depuis des siècles, celle des masques. On dit que cette danse a été à l'origine exécutée par des héros du monde céleste. Elle a lieu 2 fois par an et met en scène des danseurs et des musiciens qui portent, vous le voyez, des tenues monacales et des masques en bois représentant des animaux mythiques. Maintenant, je suis désolé, moi le Bhoutan, j'ai toujours associé ça à la tranquillité, la paix intérieure. Imaginez faire votre méditation du matin avec un moine à tête de dragon. Pour la concentration, on repassera. Dans la région de Minsk, en Biélorussie, on peut assister au rite des tsars de Noël. 7 hommes sont sélectionnés pour incarner les tsars. Accompagnés d'un cortège, ils se rendent ensuite dans chaque foyer où ils sont invités pour exécuter une sorte de pièce de théâtre. Je sais pas comment qualifier ça. En tout cas, ça défile, ça se rentre dedans. Hop là, petit chaos là sur le lit, le Davy Croquette. Et évidemment, ça finit en danse. Durant la foire des Alacitas, qui a lieu chaque année pendant 1 mois à La Paz, en Bolivie, vous pouvez acheter des objets miniatures absurdes. Des petites maisons, des petites voitures, que vous offrez ensuite à Ekeko, le dieu de l'abondance dans la culture Aymara. L'idée derrière ça est trop cool. Si tu offres le modèle réduit, t'auras le vrai dans l'année. Si tout pouvait fonctionner comme ça. En plus de ça, on y trouve des coqs et des poules qui, eux, sont offerts aux célibataires pour qu'ils trouvent leur partenaire dans l'année. Le concours de fauchage d'herbe est une tradition à Kupres, en Bosnie-Herzégovine. Tenue traditionnelle, faux à la main, les Bosniaques les plus vigoureux taillent l'herbe à toute vitesse pendant cette tradition qui remonte à quelques centaines d'années déjà. Et le gagnant devient le chef faucheur, une star locale. Au Botswana et dans certains villages du Zimbabwe situés à la frontière du pays se trouve la communauté Bakalanga. Cette dernière pratique le Wosana, un rituel pendant lequel ils dansent, ils chantent pour implorer Mwali, leur dieu, d'apporter la pluie. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. C'est une tradition ancestrale qui est malheureusement en train de disparaître progressivement malgré son classement à l'UNESCO. Au Brésil, pour le Nouvel An, des milliers de cariocas s'habillent en blanc, vont sur la plage de Copacabana et rendent hommage à Iemanjá, la déesse de la mer dans les religions afro-brésiliennes. Ils lui demandent santé, paix, prospérité en offrant des fleurs ou des parfums. Et c'est un tout petit peu populaire, regardez les dizaines de milliers de participants qui y affluent. L'Adouk Adouk est une danse cérémonielle du Brunei qui est exécutée par le peuple Kedayan, généralement à la fin de la saison des récoltes. Les danseurs sont souvent assez jeunes, portent des tenues de guerriers traditionnels et sont accompagnés d'instruments de percussion. Vous ne regardez pas des plumeaux géants en pleine révolte en train de s'enfuir dans la rue. Non, vous regardez des koukéris, des créatures chargées d'effrayer les mauvais esprits. Ils ont plusieurs apparences, sont issus du folklore bulgare, mais on les retrouve aussi en Grèce ou en Roumanie notamment. N'empêche, ça serait quand même très pratique d'avoir un ustensile capable à la fois de faire fuir la poussière et le mal. Dans certains villages du Burkina Faso, comme Gassane, on célèbre le Zonkoro. Il s'agit d'une fête religieuse et culturelle, un moment à la fois de bonheur mais aussi de deuil, durant laquelle les âmes des défunts décédés pendant l'année rejoignent le royaume des morts. Des sacrifices sont effectués, sacrifices de poulet, afin de demander aux esprits de guider ces âmes et de veiller sur la population. Carole, merci pour ton message tellement complet, rempli de sources et de détails. Tu m'as permis de découvrir un objet clé de l'identité burundaise, l'ingoma, le tambour traditionnel. Il peut peser jusqu'à 20 kilos et jouer lors de grandes occasions et a même son sanctuaire dédié, Gishora. Là-bas, 2 tambours sacrés, vieux de plus de 120 ans, trônent fièrement, mais attention, ils ne sont jamais utilisés, parce que leurs peaux proviennent de vaches offertes par un roi. Les tambours sont traditionnellement joués par les hommes, et depuis 2017, il y a même une loi qui renforce ça. Et petit fun fact, on peut entendre les tambours burundais dans Black Panther. Vous connaissez le Bokator? Je suis désolé, mais de toutes les vidéos de self-défense que j'ai pu voir sur YouTube, celle-là me fascine. Cet art martial cambodgien est considéré comme l'un des plus anciens au monde. Et qu'est-ce qu'il est impressionnant! Le mot khmer, Ibokatao, veut littéralement dire « battre le lion ». Autant vous dire que si vous vous chauffez là à apprendre les quelques 340 mouvements du Bokator, bah vous deviendrez invincible, aussi puissant qu'un lion, avec le rugissement qui va avec.
En termes cartographiques, il y a un truc cool au Cameroun. C'est que, mis à part celle de l'Adamaoua, toutes les régions du pays sont nommées en fonction de leur position géographique. Comme la région de l'Ouest, par exemple. Et c'est de cette région qu'est originaire le peuple Bamileke, qui a beaucoup de traditions dont j'aurais aimé vous parler, mais on va se concentrer sur une seule, celle des forêts sacrées. Il y en a une pour chaque chefferie Bamileke, et attention, elles sont strictement interdites à toute personne non initiée. Si tu n'es pas un roi, une reine, un notable, tu n'as pas le droit d'y aller et tu ne sais pas ce qui s'y passe. En tout cas, c'est notamment là-bas que les rois et les reines sont enterrés, par exemple. Ici s'y déroulent des rituels, des initiations. Moi j'adore, dès que c'est mystérieux, c'est trop cool. Au Canada, un événement incontournable de la culture autochtone est le Pow-Wow international de Wendake. De manière générale, le Pow-Wow attire différents peuples et ethnies des Premières Nations qui se rassemblent pour célébrer la vie, pour chanter, pour effectuer des danses traditionnelles. Voilà, c'est un moment de partage, d'échange, de transmission et tout le monde est invité à participer, y compris les allochtones. C'est l'opposé d'autochtone. Aujourd'hui, la tabanka est un genre musical qui nous vient tout droit du Cap-Vert, mais ce terme désigne aussi, à la base, une procession rythmée au son d'un coquillage géant. Et à l'origine, cette procession, ce défilé, provient d'une tradition ancienne pratiquée par les esclaves. Une fois par an, les maîtres donnaient un jour de repos à leurs esclaves, et ces derniers en profitaient pour constituer un village temporaire appelé tabanka. Plusieurs événements avaient lieu pendant cette journée, dont ce fameux défilé où on chantait et où on dansait. En République centrafricaine, on pratique le collage Ténéyambi, un art de la mosaïque fait, attention, il suffit de zoomer, à partir d'ailes de papillons. Ça permet de confectionner ce genre de tableau incroyable. Et je suis très partagé parce que, évidemment, je trouve ça magnifique comme art, j'avais jamais entendu parler de ce truc, mais en même temps, je trouve ça un petit peu glauque quand même, hein. C'est plein de petits papillons collés entre eux. Pour le Chili, évidemment que je pouvais pas passer à côté d'une tradition mythique, le chili con carne. Non bon, sérieusement, on va parler d'une autre tradition, le rodéo chilien, qui n'a rien à voir avec l'image qu'on a du rodéo. Ici, 2 cavaliers doivent bloquer une vache contre la barrière de l'arène, et c'est à peu près tout ce que j'ai compris. Pourtant, il y a des commentateurs. Un stade rempli de personnes avec un chupalla pour protéger la cabeza. Il y a plein de caméras, ça a l'air d'être une compétition sportive incroyable, mais j'ai pas encore capté les règles, et surtout, c'est une tradition qui date du XVIe siècle. Encore un bel exemple de ce que permet cette chaîne, même 10 ans après son lancement. En faisant des recherches, je tombe sur des choses incroyables que je ne connaissais pas. Ces maisons, construites entre le 15e et le 20e siècle, sont typiques de la province du Fujian, au sud-est de la Chine. Il s'agit de tulo, des maisons en cercle dont le but premier était défensif. Elles fonctionnent comme de véritables petits villages à part entière. Il y en a quelques milliers rien que dans la région, mais la majorité d'entre elles ne sont plus habitées, voire carrément abandonnées. C'est donc malheureusement un mode de vie en train de disparaître, alors que c'est trop cool les gars. Une espèce de giga patio circulaire là. Bon, apparemment, Chypre, son délire, c'est de danser avec des ustensiles de cuisine. Il y a la danse traditionnelle Tatsia, qui se reconnaît au tamis que le danseur utilise pour faire des figures. Mais on peut aussi citer la danse où tu dois empiler le plus de verre possible sur ta tête. Effet garanti lors des mariages. En Colombie, il fait bon être un âne. Un festival à San Atero leur est totalement dédié. On les déguise, on les maquille et on les fait défiler. J'ai par exemple pu apercevoir un âne crabe, un âne Ferrari, un âne hélicoptère carrément et même un âne Bowser. Le chiromani est le tissu traditionnel de l'archipel des Comores et en particulier de l'île d'Anjouan. Polyvalent, les femmes comoriennes le portent aussi bien pour faire leurs courses que pour briller en cérémonie. Preuve que l'élégance et la tradition vont de pair, sans jamais se démoder. Je réunis la République du Congo et la République démocratique du Congo et je vous propose 2 traditions qu'on retrouve dans ces 2 pays. D'abord, évidemment, je dois évoquer la SAP, la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Tout est dans le titre. On ne s'habille pas, on s'affirme. Né à Brazzaville dans les années 60, avant d'envahir Kinshasa et toutes les diasporas congolaises dans le monde, la SAP est un art de vivre où chaque tenue est une œuvre unique. Et pour la deuxième tradition, la rumba congolaise.
Elle est directement inspirée de la rumba cubaine qui a débarqué sur le continent africain dans les années 30. Des musiciens des deux Congos se la sont appropriés pour en faire un genre à part. Dans les années 60, la rumba congolaise a même obtenu une dimension politique lors de l'indépendance des deux pays. Pour les îles Cook, je vous ai trouvé des bâtons de Dieu. Ces objets sacrés, sculptés dans du bois et ornés de symboles divins, étaient utilisés lors de rituels religieux, surtout sur l'île de Rarotonga. Aujourd'hui, ils ont quasiment tous disparu et un seul complet existe encore, avec son tissu d'origine encore enroulé autour du bâton, et il se trouve à 16 000 km des îles Cook, au British Museum évidemment. Pour la Corée du Nord, sans grande surprise, je vous ai trouvé un spectacle de masse. Je vous présente le festival Arirang. Il a lieu au stade du 1er mai et dure plusieurs semaines. Art, danse, gymnastique et tout ça au cordeau. J'ai vérifié, ils sont tous synchronisés au millimètre. Ça là, ce que vous voyez sur ces pyramides, ce sont des gens. Et les fresques animées dans les tribunes, c'est pas des écrans géants, ce sont aussi des gens, des milliers de figurants qui tiennent des cartons colorés. Ce spectacle peut rassembler jusqu'à 100 000 participants. En Corée du Sud, il est coutume de choisir son futur métier à l'âge de 1 an. Et j'exagère à peine. Le premier anniversaire est une tradition très importante dans le pays, ça s'appelle Doljanchi. Pendant la fête, on présente plusieurs objets au bébé et son choix est censé prédire son avenir. Et si les parents sont smart, ils lui mettent sous le nez que des objets représentant des métiers hyper cool. Moi le mien par exemple, il avait le choix entre des cartes Yu-Gi-Oh et de l'argent. Il a pris les deux, donc je suis ravi. Au sud du Costa Rica, le peuple Boruca célèbre chaque année une victoire un peu spéciale, celle contre les conquistadors. Pendant plusieurs jours, ils rejouent symboliquement ce combat avec des masques sculptés et peints représentant leurs ancêtres, tandis que les Espagnols sont eux représentés par ce truc-là, c'est un taureau. Ouais, parce que quitte à caricaturer l'ennemi, autant y aller franco. Cette fête, appelée Baile de los Diablitos, est un mélange explosif de traditions, de spectacles et de célébrations culturelles. On connaît tous les flûtes traversières et les trompes d'éléphant. Eh bien, pour la Côte d'Ivoire, voici les trompes traversières, connues sous le nom de gbofé. Et vous inquiétez pas, c'est pas fait en trompe d'éléphant. Cet instrument, typique du village d'Afunkaa, est utilisé par la communauté Tagbana dans des performances mêlant musique, chant et danse. Gbofé, c'est à la fois le nom du spectacle et des trompettes qui sont jouées pendant le spectacle. Pour la Croatie, je vous laisse choisir l'art des jouets traditionnels en bois ou l'art du pain d'épices. Bon, je sens que ça va être long et j'ai un peu la dalle, donc je vais choisir pour vous. Ça, ce sont des licitars, des pains d'épices traditionnels. Il y a toutes les tailles possibles, toutes les formes possibles, c'est vraiment chacun son style. Tumba Francesa, littéralement tambour français. C'est intriguant, non? Cette tradition cubaine mélange des danses de cours européennes, menuet, rigodon, gavotte, avec des rythmes africains. Mais pourquoi ce mix improbable? Parce qu'au XVIIIe siècle, des esclaves originaires du royaume du Dahomey ont fui la révolte de Saint-Domingue, l'actuel Haïti, pour Cuba, emportant avec eux leur musique et leur culture. Résultat, une fusion unique où l'élégance des salons français rencontre la puissance des percussions africaines. Le secret du bonheur serait-il danois? En tout cas, ils ont un mot pour ça, oug. Oug, je sais pas comment ça se prononce. Et en plus, il n'y a pas d'équivalent en français. C'est un mot qui renvoie aux moments simples et chaleureux. Des petites bougies, un feu de cheminée, un bon repas, seul, entre amis, en famille. Vous voyez, une ambiance cosy, quoi. C'est profiter des petits plaisirs de la vie sans stress. C'est une vraie philosophie de vie chez eux et j'espère que vous êtes en train de la pratiquer en regardant cette vidéo. À Djibouti, le héro est plus qu'un simple plat. C'est un cadeau que la belle-mère offre à son gendre 7 jours après le mariage. Il s'agit d'un récipient traditionnel taillé dans un tronc d'arbre et emballé dans un panier tressé. Et c'est très sérieux. Il est sur la liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente de l'UNESCO. Un cadeau de belle-mère inscrit à l'UNESCO. Oubliez les cookeries bulgares bien sympas qui se contentent de se dandiner pour agiter leurs petits poils soyeux. Pour la République dominicaine, on rentre dans le dur avec Los Diablos, Cojuelos. Leur but est assez simple, frapper les gens qui se trouvent sur leur passage. C'est la tradition, c'est comme ça, moi j'y suis pour rien. Alors, tu peux les provoquer, mais c'est à tes risques et périls. Attends-toi à des représailles. C'est à tel point que leur comportement un poil violent a conduit les organisateurs à établir des règles pour que les gens puissent assister au carnaval sans être terrifiés à l'idée de recevoir un coup en pleine poire.
Parmi le folklore associé au carnaval de la Dominique, on peut trouver ces étranges créatures appelées sensei. On peut aussi trouver des bois-bois qui sont des danseurs sur échasse, ou encore le Papi Show Wedding qui parodie les célébrations de mariage. Je me rends compte que je vous parle beaucoup de carnaval dans cette vidéo, mais j'adore ça. Ça me fascine moi les carnavals à travers le monde. En France, poser le pain à l'envers sur la table porte malheur. Eh bien, en Égypte, ce sont les chaussures. Et pas que sur la table, hein. Juste, faut pas les mettre à l'envers. J'ai lu plusieurs raisons à ça, et elles sont toutes liées à l'Égypte antique. C'était un peu considéré comme une insulte envers les dieux, parce qu'on leur présentait le côté sale de la chaussure. Une autre raison était que les chaussures sont liées au sol, donc au monde souterrain, et les mettre à l'envers, c'était une manière d'inviter les mauvais esprits dans la maison. De manière générale, les gars, ne mettez rien à l'envers, d'accord? Ce sera plus sûr. Aux Émirats Arabes Unis, on danse le yola, une danse d'armes exécutée lors de grands événements. Regardez, vous les voyez, hein, ils utilisent des bâtons ou des armes factices. Et à l'origine, il s'agissait d'une danse de guerre bédouine que les soldats exécutaient lorsqu'ils gagnaient une bataille. On la trouve aussi à Oman et au Qatar. En Équateur, dans la ville de Pillaro, la nouvelle année commence en enfer. Du 1er au 6 janvier, les rues de la ville sont infestées de diables qui dansent, qui jouent de la musique et qui proposent de la picole lors du Diablada de Pillaro. Mais d'où vient cette tradition ? Entre la légende des habitants qui se déguisaient comme ça pour faire fuir les prétendants du village voisin qui venaient courtiser leurs femmes, celle où le diable lui-même est passé dans la ville, et celle qui remonte à des célébrations andines précolombiennes, le mystère reste entier. En Érythrée, après avoir accouché, une femme doit encore passer l'épreuve du feu, littéralement. Après 12 jours sans quitter son domicile, une cérémonie est organisée durant laquelle la mère peut enfin sortir et traverser un feu à plusieurs reprises, histoire d'assurer la protection de son enfant, de le protéger contre le danger et le mauvais œil. Le carnaval, c'est festif, sauf si tu oublies de te déguiser à Ladza, en Galice. Là-bas, les peliqueros sont les rois de la fête et ils te manqueront pas. Vraiment. Sans eux, pas de carnaval. Et leur mission est simple, fouetter les malheureux qui ne sont pas déguisés. Mais c'est pas le plus insolite de ce carnaval. Parce que là-bas, tu peux participer à des batailles de farine, de chiffons et de fourmis. Merci à l'un d'entre vous de m'avoir fait découvrir ça, je ne connaissais absolument pas. Ok, pour l'Estonie, je vais être franc, j'avais lu Smoke Salmon Tradition, la tradition du saumon fumé. Et je me suis dit, trop cool, ça va être sympa. Mais dès les premières secondes de la vidéo, quand j'ai vu des mecs à poil dans des saunas, je me suis dit, c'est pas le genre de truite à laquelle je m'attendais là. J'ai vite compris que je devais soit aller me coucher, soit aller manger, je sais pas. C'était pas salmon, c'était sauna. Et pas n'importe quelle session au sauna, on parle d'une tradition très particulière de sauna à fumer. C'est une coutume familiale pratiquée le samedi et avant des événements importants. Voilà, en Estonie, la famille c'est très sacré d'une façon particulière. J'en ai déjà parlé, en Eswatini a lieu chaque année l'Umhlanga, ou la cérémonie de la danse des roseaux. C'est un événement qui réunit des dizaines de milliers de jeunes filles célibataires qui dansent et qui chantent pour la reine, mais surtout pour le roi, qui peut profiter de ce moment pour choisir une nouvelle épouse. C'est une tradition plutôt controversée, y compris sur place, et on la retrouve aussi en Afrique du Sud. Depuis plus de 100 ans, en Alaska, on joue à deviner quand la glace d'une rivière va se briser. C'est ça la tradition. Début mars, à Nenana, on place ce trépied gigantesque sur l'eau gelée de la rivière, trépied qui est relié à une horloge qui elle-même s'arrête lorsque la glace se brise. Et le but du jeu, c'est de parier sur l'heure exacte. Une espèce de loto météo, j'adore. Et on gagne beaucoup. En 2024, le gagnant est reparti avec plus de 200 000 $. Les Oromo sont un peuple que l'on trouve principalement en Éthiopie. C'est chez eux que l'on trouve ceci. Il s'agit d'une danse traditionnelle appelée Shoa Oromo, et évidemment ça peut être dangereux à faire. Donc on se tient tranquille, laissez faire les pros. Ils ont des années d'entraînement. Vraiment à ne pas reproduire chez soi, sauf si vous êtes pote avec un kiné. En Érythrée, on passe au-dessus du feu. Au Fidji, on marche carrément dessus. C'est une tradition qu'on trouve sur l'île Beka chez le peuple Sangmo. Ce rituel est accompli par des marcheurs qui préparent le foyer, qui font chauffer des pierres à des températures extrêmes pour ensuite marcher dessus afin de montrer leur force et recevoir la bénédiction de leurs ancêtres. Une façon pour tous ces guerriers de dire « je suis chaud moi, ok ?» Le ryu est un tapis finlandais traditionnel qu'on accroche généralement comme décoration murale. On pourrait dire que c'est de la tapisserie, mais de la vieille tapisserie.
Ils sont fabriqués depuis l'époque viking, période durant laquelle ils étaient utilisés comme couverture. Vous me connaissez, dans chaque 197, quand on arrive à la France, il se passe souvent deux choses. Déjà, je vous demande de me dire en commentaire votre département et une tradition typique, insolite de chez vous. Et ensuite, je vous parle d'une tradition de chez moi, à savoir la Guyane française. Pour le coup, j'ai trouvé un truc encore plus précis. Une tradition qui n'existe que dans ma ville natale, Saint-Laurent-du-Maroni, à l'ouest de la Guyane, le jeu farine. Pendant le carnaval, on s'habille tout en blanc, on remplit notre tablier de farine qu'on lance sur quiconque nous provoque. Et vous avez vu les masques? J'étais terrifié en étant gamin. Au fil des années, il y a de plus en plus d'enfants qui le font. Moi, quand j'étais gamin, c'était que des adultes, ça me terrifiait. En tout cas, je suis ravi de vous partager un truc typique de chez moi qui existe depuis plus de 80 ans maintenant. Au Gabon, le rite initiatique du Bwiti vous fait avoir des giga hallucinations. L'initiation commence dans une partie sacrée de la forêt, et puis on se rend dans un lieu appelé Ebanja où on consomme l'iboga, une plante hallucinogène très puissante à forte dose. La transe permet de réaliser une connexion entre l'initié, les ancêtres et le cosmos. C'est un rituel répandu dans l'Afrique équatoriale, mais il serait originaire du peuple Mitsogo qu'on trouve au Gabon justement, c'est pour ça que je vous en parle pour ce pays. Vous regardez un kangourang, une créature reconnaissable aux feuilles qui la recouvrent, mais aussi parfois à sa machette qu'elle agite pour vous menacer. Ah, vous allez la repérer direct, hein. Mais il y a aussi ce genre d'apparence, comme ça vous êtes prévenus. Il s'agit d'une figure mythique de la culture mandingue. Si je vous en parle pour la Gambie alors que c'est aussi présent au Sénégal, c'est parce que la ville de Djanjanbureh lui dédie un festival tout entier. La Géorgie nous invite à un banquet traditionnel appelé Supra. En famille, entre amis, on se réunit et on partage un repas très copieux. Et il n'y a pas vraiment de règles. Vous pouvez faire un Supra à 3 comme à 150. Ce qui compte, c'est la convivialité et le fait de se péter le bide. On devrait peut-être mettre en relation la Géorgie et l'Argentine, hein, parce que ce banquet combiné à l'assado, je pense contient quelque chose d'incroyable. L'Omowo est une fête célébrée par le peuple Ga au Ghana. Dans la langue Ga, le terme Omowo signifie se moquer de la faim. C'est parce que cette célébration fait référence à une énorme famine que le peuple a connue par le passé. C'est donc une manière pour eux de dire à la famine d'aller se faire voir, parce que maintenant, plus personne ne souffre de la faim. Quand on pense à la Grèce, à la danse, on pense forcément au sirtaki, une danse traditionnelle popularisée à l'international par le film Zorba le Grec. Je dois vous révéler un truc. Le sirtaki n'a rien de traditionnel puisqu'il a été spécialement créé pour le film, sorti en 64. Avant, ça n'existait pas. Ok, il s'inspire de danses traditionnelles grecques, de l'assapiko par exemple, qui veut littéralement dire la danse des bouchers, mais avant 64, le sirtaki, ça n'existe pas en Grèce. À Grenade, un personnage particulier se distingue lors du carnaval, le Djab Djab. Il est très reconnaissable, couvert de noir, avec des cornes, parfois des chaînes, en train de chanter, de danser, et son origine est très claire. À l'époque de l'esclavage, ces derniers étaient comparés à des diables par leur maître. Alors lors de l'abolition, pour célébrer leur liberté, ils se sont grimés ainsi pour justement ressembler à des diables. C'était une manière pour eux de ridiculiser leur ancien maître. C'est une tradition assez large dans les Caraïbes, donc on la trouve dans d'autres pays, mais à Grenade, c'est un véritable symbole de la culture du pays. Le Guatemala tente de préserver une tradition en danger, le Rabinal Hachi. C'est une danse théâtrale d'origine maya qui raconte le conflit entre deux princes à travers la musique, le port de masques, etc. Cette danse honore également les ancêtres. Oh les Guinéens qui me regardent, je suis tombé sur un truc de chez vous, ça me fascine. Messieurs dames, la Guinée abrite un objet sacré très ancien. Extrêmement rare, c'est simple, il y en a qu'un dans le monde, et forcément il est d'une importance exceptionnelle, le sosobala. C'est un balafon, c'est une sorte de xylophone africain en bois, sauf que celui-là serait le tout premier. L'original, pas une réplique, et il date pas du siècle dernier. Il a été fabriqué à l'époque de l'épopée de Sundiata, un poème épique du XIIIe siècle, qui raconte la fondation de l'Empire du Mali, et dont, on le voit sur cette carte, une partie du territoire de la Guinée faisait partie. C'est en partie pour ça que le sosobala se trouve en Guinée. Il est protégé par un gardien qui porte le titre de Balatigui, titre qui est héréditaire, réservé à la même famille depuis sa création. Bref, un xylophone VIP avec son agent de sécurité attitré.
Les Manjuandadesh sont des groupes féminins de solidarité en Guinée-Bissau. Mais à l'origine, c'était un moment où les femmes se réunissaient pour se plaindre de leur mariage en écrivant des chansons à ce sujet. Aujourd'hui, ces groupes jouent un rôle important dans la vie communautaire, entraide financière, organisation de fêtes, mariages, funérailles, etc. Direction l'île Bioko pour la Guinée équatoriale pour se rendre chez le peuple Bubi. Ici a lieu le Rikorikori. C'est une tradition qui marque l'arrivée de la femme mariée dans sa nouvelle famille. Et pour ça, on lui offre symboliquement sa cuisine. On coupe aussi pour elle du bois pour se chauffer, mais elle ne pourra l'utiliser qu'un an plus tard. Et tout le village participe au Rikorikori, histoire que la personne se sente comme chez elle. Le Benab est une structure traditionnelle construite par les premiers peuples du Guyana. Ces bâtiments sont ultra reconnaissables et le plus célèbre d'entre eux, c'est celui-ci, l'Umana Yana, qui est situé à Georgetown, la capitale, et qui a été érigé par le peuple Waiwai en 72. Il a dû être reconstruit entre 2015 et 2016 parce qu'il avait complètement brûlé, et là encore, on a demandé au peuple Waiwai de le faire. Fête Guédé est la fête des morts en Haïti. Elle a lieu chaque année et c'est une des occasions qui permet de voir des pratiquants de vaudou dans les rues et participer à divers rituels. Brûler des poupées géantes à l'effigie de politiciens pour célébrer la nouvelle année, c'est le choix qu'a fait le Honduras. Là-bas, vous pouvez obtenir des monigotes pour 15$, les brûler ensuite et bien commencer l'année. Aujourd'hui, avec le contexte politique plutôt tendu dans le pays, cette tradition est devenue un acte de résistance pour la population. Et au-delà de ça, c'est une coutume qu'on trouve dans quelques autres pays et surtout en Équateur. Eux, ce sont des Butchos, et ils défilent lors des Butcho Yarash, une fête populaire hongroise liée à la population croate des Chokti. Les Butchos débarquent dans la ville de Mohacs en traversant le Danube dans des canots et en ayant un but très simple, effrayer l'hiver, le terrifier pour que le printemps arrive. Le clou du spectacle, c'est que la fin de l'hiver est symbolisée par la mise à feu d'un cercueil. Et dans ce coin d'Europe là, entre les Butchos, les Krampus, les Koukéri, il y a de quoi faire un rassemblement légendaire. Dans les rituels hindous, la noix de coco est essentielle. Pour certains, casser une noix de coco, c'est bon pour le succès et la prospérité. C'est pour ça que lors de la fête de Ganesh Chaturthi, on peut voir des gens célébrer en éclatant des noix de coco dans les rues. Sur l'île indonésienne de Sulawesi, le peuple Toraja a une vision bien à lui de la mort qui peut sembler extrêmement surprenant pour nous. Quand quelqu'un décède, il est gardé au sein du foyer et traité comme s'il était juste malade. Faut vous imaginer, le corps reste à la maison, il est soigné, nourri symboliquement, parfois pendant des années. L'enterrement officiel, lui, vient beaucoup plus tard, quand la famille est prête. Une manière de dire au revoir en prenant vraiment son temps. Dans le bazar d'Erbil, en Irak, la tradition s'appelle l'istifta. Le premier client de la journée a le privilège de choisir le prix du bien qu'il est venu acheter. Et le commerçant ne peut rien dire. C'est censé apporter la bonne fortune aux vendeurs et donner le ton de la journée. Depuis plus de 2000 ans, en Iran, on fête la nuit de Shab-e Yalda. Il s'agit d'une fête liée à la religion zoroastrienne qui célèbre la nuit la plus longue de l'année. Leur fête du solstice d'hiver à eux. Les Iraniens mangent des fruits, en particulier des pastèques et des grenades, des fruits secs ou des noix pour se souhaiter une saison fructueuse. Oh, l'Irlande va vous régaler avec le Puck Fair, une foire qui a lieu dans la ville de Killorglin, réputée pour être la plus vieille d'Irlande et dont les premières mentions connues remontent au début du XVIIe siècle. Et si je vous en parle, c'est parce que le moment fort de l'événement, c'est la capture d'un bouc, puis son couronnement pour devenir King Puck. Il est hissé sur sa plateforme et il règne sur la plèbe et sur son royaume avant d'être relâché à la fin de la foire. Yolla Bokaflod, que l'on peut traduire à peu près par le déluge de livres, est une tradition islandaise qui a lieu juste avant Noël. Les Islandais reçoivent ce catalogue fait par l'association des éditeurs d'Islande qui énumère les livres publiés dans l'année. Ensuite, ils se les offrent en cadeau à Noël et chacun lit ensemble en mangeant du chocolat. Ça a l'air trop cool. Et si on faisait la même chose chez nous ?
Tous les 7 ans, les agriculteurs israéliens observent une tradition juive, la Shemitah. C'est une loi religieuse qui impose aux propriétaires terriens de ne rien planter, labourer ou récolter pendant 1 an, tous les 7 ans. Une sorte d'année sabbatique pour le champ qui prend le temps de se reposer. Pour éviter les problèmes financiers, certains vendent leurs terres à des personnes non juives et leur louent le temps de la Shemitah. Comme ça, techniquement, ils sont pas propriétaires terriens. À Trento, en Italie, on a trouvé une façon très locale de gérer les politiciens gênants, la tonka. Chaque année, un élu est symboliquement jugé, enfermé dans une cage et jeté à la flotte. Assez radical. Évidemment, tout ça est théâtralisé, mais ça reste une jolie petite piqûre de rappel. Une tradition héritée d'un vrai châtiment médiéval. En Jamaïque, les marrons, descendants d'esclaves en fuite, avaient un moyen de communication bien à eux, la bing. Une corne taillée, qui est le plus souvent de vache d'ailleurs, qui servait à transmettre des messages codés sur de longues distances sans être compris par leurs ennemis. Plus qu'une tradition, le Japon nous offre un savoir-faire impressionnant, de l'art de rizière. Ça consiste à faire des œuvres gigantesques en plantant au bon endroit différentes variétés de riz. Même Napoléon y est passé. Lors des cérémonies de mariage jordaniennes, on peut assister à la samer. Pendant la performance, les hommes s'alignent, chantent et tapent des mains, pendant qu'une femme appelée Al-Hashi danse devant eux. On l'assoit, elle se relève, danse à nouveau, puis les hommes s'arrêtent, ils se reposent, boivent un coup et repartent pour un tour. Et ça dure comme ça pendant plusieurs heures. Allez, un petit jeu kazakh pour se détendre un petit peu. Les jeux dassik sont une tradition ancienne du pays où les joueurs utilisent des osselets de moutons pour éliminer ceux des adversaires. Au vu des images, il y a plein de façons différentes, plein de règles différentes, mais ça change un petit peu de nos versions à nous des osselets. Regardez, même le président a testé. Non mais c'est improbable cette photo. Ce 197 va enfin me permettre de vous parler de l'Adumu, la célèbre danse du saut Maasai. Comme d'hab, avec des traditions qui concernent des peuples qui s'étalent sur plusieurs pays, ça n'est pas exclusif au Kenya, mais j'ai trouvé une autre tradition tout aussi cool pour la Tanzanie, vous verrez. L'Adumu donc est une danse compétitive qui sert à montrer sa virilité, sa force, son courage. Elle s'observe notamment lors de la cérémonie de l'Enoto, un rite de passage à l'âge adulte où les jeunes abandonnent leurs épées pour le Fimbo, le bâton de marche des aînés. Lakin est un poète et chanteur kirghize qui improvise des vers en rendant hommage à des personnes ou en racontant des histoires. Là par exemple, vous comprenez pas mais je vous le dis, elle raconte l'épopée fantastique de tous les abonnés de Doc7 qui ont liké cette vidéo, qui ont laissé un commentaire pour féliciter le travail de toute l'équipe et également l'incroyable histoire de tous les gens qui se sont abonnés avec cette vidéo. Les Kiribati m'ont rendu perplexe. Bon, déjà, il y a plein de danses. Mais je voulais en trouver une où j'avais quelques infos à vous donner. Et puis, je suis tombé sur celle-ci. Apparemment, c'est une danse traditionnelle originaire de l'atoll d'Abemama. Cette vidéo m'a fasciné. D'abord, un mix entre haka et popping océanien. Et puis, il y a cette femme qui se met du talc sur le visage et qui tente d'en mettre sur les gars. Ok, bizarre, c'est peut-être juste un délire. Mais non, parce que j'ai vu une autre vidéo où pareil. Alors évidemment, je pouvais pas en rester là, donc j'ai contacté une des personnes qui a posté ce genre de vidéo et j'ai eu une réponse. En fait, il s'agit d'une danse comique qui mime les paroles de la chanson. Et en ce qui concerne la poudre, quand quelqu'un apprécie le travail d'un artiste, pour le lui témoigner, il applique sur lui du talc, du parfum ou n'importe quoi qui sent bon. Pour le Koweït, je vous ai trouvé une tradition antique, celle d'enterrer le placenta du nouveau-né 40 jours après sa naissance. Si c'est une fille, il sera enterré à la maison, et si c'est un homme, à la mosquée. Mais attention, l'article mentionne que le placenta doit être enterré à l'endroit, afin que la mère puisse continuer à avoir des enfants. Je savais pas, moi, qu'il y avait un sens pour ça. Il faut une notice, en fait. Ce que nous sommes en train de regarder, c'est le bassi, une cérémonie laotienne où l'on tente de rappeler les esprits du corps qui se seraient fait la malle. Pour ça, on attache des fils au fakwan, c'est la structure au centre là, qu'on relie au poignet pour attirer chance et harmonie. Voilà, un petit rituel zen pour remettre de l'ordre dans ton énergie. Au Lesotho, on danse le mokibo, une tradition chez les Basoto, un peuple fort et beau qui boit du morito. Punaise, je me prends pour un Akin kirghize ou quoi? À faire des rimes improvisées comme ça là. Pour le morito, c'est faux. Je sais pas pourquoi je précise, mais voilà, j'ai juste voulu enrichir mon assonance.
Ce n'est pas la danse là qui m'intéresse pour la Lettonie, c'est l'objet que ces jeunes femmes tiennent dans leurs mains. Il s'agit d'un tridexnis. C'est un instrument de musique typique letton. Je suis par exemple tombé sur un gars en pleine session d'impro, j'ai fermé les yeux et j'ai eu l'impression qu'on me fourrait des trousseaux de clés dans les oreilles. Mais il y a certainement plein de gens qui aiment, attention, je critique pas. Dans certains villages libanais, il existe une tradition où le marié doit se soumettre à des tests de force. Par exemple, il doit soulever ceci, une pierre pour piler la viande, qui peut atteindre jusqu'à 50 kilos, et il doit la soulever à une main pour prouver sa force. Le Sassywood est une ancienne méthode traditionnelle utilisée au Liberia pour juger une personne accusée d'un crime. Si quelqu'un était soupçonné de vol, de sorcellerie ou de tout autre délit, il devait passer une épreuve pour prouver son innocence. Ça pouvait être boire une boisson toxique. Si l'accusé vomissait rapidement, il était innocent. Ça pouvait être toucher un objet brûlant. Si la brûlure était grave, il était considéré comme coupable. En fait, c'est simple, le Sassywood était basé sur la croyance que les esprits protègent les innocents. Autant vous dire qu'il y a dû avoir quelques petites erreurs de jugement. Officiellement, le Sassywood a été interdit, mais cette pratique existerait encore dans certaines zones. La journée nationale du vêtement traditionnel est un rassemblement qui a lieu en Libye et où les gens se montrent dans leurs plus beaux habits. Et pas que les gens d'ailleurs. Je sais pas si c'est la coutume ou juste si certains ont mal compris le mémo, mais regardez, on peut même habiller son cheval ou même sa voiture. Quel est le point commun entre la Colombie et le Liechtenstein ? Ouais, elle est technique celle-là, on est d'accord, mais les deux pays honorent leurs ânes. Voilà, il y a des festivals des ânes dans les deux pays. Au Liechtenstein, ça se passe à Malboun. On peut faire participer son âne à un concours d'agilité. Enfin, ça c'est dans les faits, parce que évidemment c'est juste selon la volonté de votre bourrique. Bon, si je vous dis la fabrication de croix lituaniennes est un art traditionnel, c'est un peu rompiche, on est d'accord ? Mais parce qu'on s'imagine des petites croix un peu osef, alors que pas du tout. Là, on parle de toute autre chose. Les fameuses croix de Lituanie sont fabriquées en bois de chêne, sont ornées de motifs et peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres de haut. C'est des totems, les trucs, d'accord ? Et c'est une tradition qui remonte au 15e siècle. La Belgique et le Luxembourg ont le point commun de ne pas plaisanter avec le bretzel, c'est sacré. Au Luxembourg, par exemple, le 4e dimanche de carême, la tradition veut que les hommes offrent un bretzel à l'élu de leur cœur, mais qu'ils n'attendent pas de réponse tout de suite. Si la personne accepte, elle offrira en retour un œuf à Pâques. Mais si elle refuse les avances, l'homme recevra un panier vide. Sans doute pour y ranger son cœur brisé, sa déception, son somme intersidéral, sa solitude, son célibat. La Macédoine du Nord est la poétesse de cette vidéo. Chaque année, elle organise les soirées poétiques dans la ville de Struga. On y décerne la couronne d'or aux poètes les plus marquants. Et l'année dernière, c'est un Français, Jean-Pierre Siméon, qui l'a remporté. Pour fêter ça, il a planté un arbre. Alors, Madagascar vous a inspiré parce que j'ai reçu beaucoup de propositions et d'idées pour Madagascar. Et l'une d'entre elles m'a particulièrement interpellé. En pays Imerina, il existe un rituel très spécial. Bon, tout le monde dans la salle se représente une circoncision, pas besoin de vous faire un dessin. Eh bien, le petit bout qui saute là, il est récupéré et il est mangé par le père, le grand-père ou l'oncle du petit garçon, dans l'espoir d'avoir une descendance masculine. Voilà, merci à tous pour la découverte, j'imagine. On peut aller m'allonger un petit peu ? Non ? Ok, il reste 90 faits, on continue. Et on continue avec un petit peu de douceur avec la Malaisie, qui nous présente un art très rare, le Mak Kong. Il s'agit de théâtre chanté et dansé originaire du Kelantan, au nord-ouest du pays. C'est une tradition orale, donc difficile d'estimer son apparition, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est en train de disparaître. Le Vimbuza est un rituel de guérison venant du peuple Tumbuka, principalement installé au Malawi. La plupart des patientes sont des femmes, le traitement peut prendre jusqu'à plusieurs semaines, et ce traitement justement, il est très codifié. On a l'impression que tout le village y participe. Tout le monde est docteur d'un seul coup. C'est franchement impressionnant à voir, surtout le mortier géant sur le ventre de la jeune femme. Aux Maldives, on trouve plusieurs savoir-faire, dont celui sur l'île Tuladu. Cette tradition d'art laqué est pratiquée par plusieurs familles depuis des siècles. Voilà, vous avez le choix, des pots, des jouets ou même des stylos. Le Fesmama, en un seul mot, attention, est un festival qui met à l'honneur l'art des masques et des marionnettes, d'où Fesmama. Il se déroule à Markala au Mali.
Chaque pièce que vous voyez est fabriquée par des initiés dans une forêt sacrée et symbolise les liens profonds entre l'homme et la nature. Et attendez là, cet oiseau géant qui tend les bras, c'est un câlin cosmique ou quoi? À Malte, le terme Anna, c'est difficile à prononcer, désigne une tradition de chant maltais, mais version clash. La forme la plus connue est celle d'un duel improvisé entre chanteurs, c'est hyper codifié, et attention, baissez un peu le son si vous portez un casque. C'est pas que c'est fort, hein, c'est... Voilà, c'est pas The Voice quoi. Yacine m'avait prévenu, et il avait raison. Le Boujloud, c'est un délire. Chaque année, après l'Aïd el-Kébir, dans certaines régions amaziques du Maroc, des gens se déguisent en bouc ou en mouton, parfois en utilisant les peaux du bétail sacrifié. De ce que j'ai vu, globalement ils dansent, mais Yacine a précisé dans son message que vous pouvez vous faire frapper à coups de sabot si vous refusez de leur filer un petit billet. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais vu un bouc avec autant de flow. Comme l'Angola, les îles Marshall ont un événement où toutes les traditions du pays sont représentées en même temps et sortent le grand jeu. C'est le Manit Day qui a lieu pendant le festival Lutok Koban Alele et on y trouve de tout. Des courses de canoë traditionnelles, du chant, de la danse, de la vannerie, bref, c'est le moment où tout le pays se concentre sur sa culture. La communauté créole de Maurice se rassemble autour du Sega, un art du spectacle où les chanteurs improvisent des chants en mélangeant plusieurs langues, dont le créole évidemment. C'est hyper festif et le Sega c'est pas juste le symbole de la musique mauricienne, ça inclut aussi de la danse. Chaque année, dans les oasis du désert de l'Adrar, en Mauritanie, a lieu la Guetna, la grande cueillette des dattes. Un moment de fête, de partage et une excellente façon de stimuler le transit, il faut le rappeler. Et tant qu'on est en Mauritanie, au cœur de Nouakchott, la capitale du pays, il existe un marché de femmes divorcées. Elles y vendent leurs meubles et objets de maison, c'est assez méconnu mais très intéressant culturellement. Pour ceux qui me suivent sur Insta et qui ont vu les stories, vous avez été un peu spoilés, je suis désolé. À San Pedro Huamelula, au Mexique, le maire a pour coutume de se marier avec un caïman. Cette tradition hyper surprenante dure depuis plus de 230 ans. Voilà, en se mariant avec un reptile, le maire assure abondance et prospérité à sa communauté. Attention aux yeux avec la Micronésie. Dans la municipalité de Tomil, sur l'île de Yap, on danse le yaourt. Il s'agit d'une danse exécutée par les hommes qui évoque la période où des habitants de l'île, des habitants de Yap, ont été envoyés par les Allemands au Palaos pour l'extraction de phosphate. Alors forcément, elles expriment leur souffrance, leur prière aux esprits et racontent aussi le retour des survivants. Ça, c'est un martichor, un porte-bonheur moldave. 2 fils tressés, rouge et blanc, qui symbolisent la transition entre l'hiver et le printemps. C'est contre-intuitif, mais le rouge c'est pour l'hiver, le blanc c'est pour le printemps, avec la pousse du personnage. Il est traditionnellement fabriqué à la main ou par des artisans et célèbre le renouveau. C'est un porte-bonheur qui est aussi présent ailleurs, en Roumanie notamment, mais j'ai trouvé un truc très cool pour la Roumanie, donc j'ai préféré en parler pour la Moldavie. La plus ancienne tradition religieuse de Monaco est la célébration de Sainte Dévote, la sainte patronne du pays. On commémore sa légende par une procession de ses reliques, ainsi que par une cérémonie en présence du prince. Il y a même un envol de colombes qui finit comme ça. Non, c'est une vanne, vous inquiétez pas, elles vont bien les colombes. Par contre, le prince met le feu à la barque. Cette petite fiole s'appelle le kourog. En fait, c'est une tabatière qu'il est coutume de renifler quand on est accueilli par des habitants. J'ai pas dit sentir, hein, j'ai dit renifler. À l'intérieur, il y a du tabac en poudre, vous en prenez un petit peu, on sniffe un petit coup, et voilà, on est bien accueilli par nos hôtes. Bienvenue au Monténégro, musique. Cette parade de bateaux se déroule chaque année à Kotor et à cette occasion, on élit le plus beau bateau les gars. Et on a le choix, moi j'hésite beaucoup entre le couple de canards. Attention, ceci est un communiqué officiel du monteur. À tous les ornithologues et oiseaux qui nous regardent, nous présentons nos plus plates excuses pour cette confusion éhontée entre canards et goélands. Promis, on va s'améliorer. Bisous les tchoumos. Le roi Triton qui tangue un peu sur la gauche, mais surtout la représentation de la scène. Non mais regardez-moi ces visages. Et après cette procession, petite rave pour s'ambiancer, vive le Monténégro. Après les tambours sacrés du Burundi, le Mozambique sort ses xylophones.
Le timbila est indissociable de la population Chopi. Fabriqué en bois, souvent joué en groupe, il donne lieu à des performances impressionnantes, mais de plus en plus rares. Ça me fait un petit peu penser au sosobala de Guinée. Mais ouais, si vous entendez un timbala un jour, profitez, c'est un instrument en voie de disparition. Ce qu'on est en train de regarder, c'est le Chinlan, un sport traditionnel venant tout droit du Myanmar. Le but est simple, garder le ballon en l'air le plus longtemps possible et surtout le faire avec style. Avec les talons, la nuque, hop là, coup de pied retourné. Non mais regardez là, ils sont tellement à l'aise, je galère moi à faire 3 jongles. Le peuple Himba vit principalement dans la région du Kaokoland en Namibie. Eh bien, les femmes Himba se recouvrent le corps d'un mélange rouge à base d'ocre. C'est à la fois une protection, un soin, un geste esthétique et une référence aux vaches rousses. Ouais, parce que pour les Himba, ces vaches sont belles, puissantes, résistantes. Donc c'est une manière de leur ressembler. Chaque 26 octobre, la République de Nauru célèbre l'Amgam Day, qui marque le jour où le pays a atteint 1500 habitants pour la première fois depuis la colonisation. Ça peut sembler peu, 1500, on est d'accord, mais croyez-moi, après des crises démographiques majeures, ce chiffre symbolise la survie d'un peuple tout entier. Il existe des déesses vivantes et elles se trouvent au Népal. Les Kumari sont vénérées par la population et leur particularité, c'est qu'elles sont des enfants. Il y en a plusieurs au Népal et elles sont vraiment l'incarnation sur Terre de Durga, une déesse à la fois protectrice et destructrice. Elles sont choisies par des sages, doivent répondre à plus d'une trentaine de critères, c'est très strict, et leur rôle prend fin lors de leur première règle. À ce moment-là, elles redeviennent de simples mortels. Au Nicaragua, pour exprimer son mécontentement contre le régime colonial, on pouvait le faire à travers le Güeguense. Une satire qui mélange théâtre de rue, danse folklorique, masques, musique. Aujourd'hui, il fait partie du folklore traditionnel du pays. La cure salée, c'est le plus grand rassemblement de nomades au Niger. Peul, Touareg, tout le monde se retrouve à Ingal et l'événement star pendant la cure salée, c'est le Gerewol, une parade où les hommes Wodabé chantent, dansent et se font beaux pour séduire et peut-être trouver une épouse. C'est une tradition qui s'observe dans d'autres pays, au Tchad notamment, mais le Gerewol d'Ingal est le plus connu et le plus touristique. Le masque Ijele, c'est cette structure qui peut atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. Il représente des hommes, des animaux, des esprits, tout ce qui fait partie de la vie finalement. Plusieurs mois de travail sont nécessaires pour construire ce masque géant et encore plus pour réussir à danser avec. C'est le roi des cosplays. Comment célèbre-t-on le nouvel an à Niue ? Eh bien, en fêtant Takei. Beaucoup d'habitants pimpent leur voiture, leur moto ou n'importe quel autre véhicule. Ensuite, ils font le tour de l'île, qui est pas très grande, donc c'est cool. Ils vont de village en village pour parader, pour distribuer des bonbons aux autres habitants. Ça a l'air tellement cool, c'est un mix entre Pâques, meeting de tuning et la caravane du Tour de France. Le dugnad est un mot norvégien totalement intraduisible en français. Mais l'idée est assez simple. Tout le monde se retrouve pour filer un coup de main à la communauté. Peindre l'école, réparer le toit du club de foot, nettoyer une église. C'est un bénévolat collectif, chaleureux, très ancré dans la culture locale. Un vrai teamwork nordique. Et oui, bien sûr que je vais vous parler du haka pour la Nouvelle-Zélande. Enfin, je devrais dire des haka, parce qu'il en existe plusieurs selon les contextes. C'est une danse traditionnelle maori avec des gestes puissants, des chants et des expressions faciales intenses. Et faut bien comprendre que quand les All Blacks font ça, c'est pas du tout pour se moquer des personnes en face. C'est une déclaration. On est là, on est prêt, on n'est pas venu pour trier des kiwis. L'Al-Bar'a est une danse bédouine guerrière du Dhofar. C'est au sud d'Oman. Elle est exécutée en demi-cercle par 10 à 30 personnes et mêle chant, percussion et poignard, brandis par 2 danseurs. Pour autant, je vous promets, c'est élégant, c'est impressionnant et ça symbolise à la fois le courage, la générosité et l'amour. Ce tissu n'a pas été tissé, mais récolté. C'est de l'écorce, les gars. Tu t'habilles en écorce. C'est fantastique. Le peuple Baganda, qui vit principalement en Ouganda, maîtrise ce savoir-faire depuis des siècles et des siècles, en utilisant l'écorce du Ficus natalensis. On la retire, sans tuer l'arbre évidemment, et puis on la travaille, on la martèle, on la lisse, et le résultat c'est ça. 100% nature, 100% stylé.
Le Samarkand non est un pain traditionnel ouzbek qui est communément fabriqué dans la région de Samarkand. Ça veut littéralement dire le pain de Samarkand. Mais plus que le pain en lui-même, c'est sa méthode de cuisson qui est intéressante, voire carrément spectaculaire. Les boulangers basculent tête la première dans le four pour y coller la pâte à pain contre les parois. Ah, faut pas se louper. Je me demande si dans l'histoire, il n'y en a pas un ou deux qui est tombé au fond quand même. Je vais m'attarder un tout petit peu sur le Pakistan. Voici le peuple Kalash, qui vit dans les vallées reculées du nord-ouest du Pakistan, et ce peuple est fascinant. Yeux clairs, peau claire, cheveux souvent châtain clair. Certaines études d'ADN suggèrent même un lien ancien avec des peuples d'Europe du centre ou du nord, mais c'est encore un petit peu débattu. Ce qui est sûr, c'est que leur culture est unique et menacée. Ils étaient environ 100 000 au début du XXe siècle. Aujourd'hui, ils seraient moins de 4 000. Et au cœur de cette culture, il y a le Bachali. C'est une maison réservée entièrement aux femmes pendant leurs règles ou pendant un accouchement. Elles s'y retirent pour se reposer, loin des contraintes sociales. Et quand je dis que c'est une maison réservée aux femmes, les hommes y sont strictement interdits. Ils ne peuvent même pas toucher les murs du bâtiment. Voici un Itabori. Sculpture sur bois hyper détaillée qu'on trouve au Palaos. Chaque pièce est unique, raconte une histoire avec des symboles, des personnages, des scènes entières. C'est un art qui a été introduit à l'époque par les Japonais, d'où son nom. La hikaï, c'est une tradition orale palestinienne portée par les femmes. Elle raconte des histoires fictives en dialecte local, souvent autour du quotidien, des injustices, de la vie en société, et généralement, les hommes n'y assistent pas. C'est un vrai moment de transmission entre femmes. Après les ânes pimpés de la Colombie, le Panama surenchérit avec ses bus scolaires. On les appelle Los Diablos Rojos et vraiment il n'y a rien à ajouter. Vous comprenez tout en regardant ces photos. On peut les croiser à Panama City et on dirait des manèges de fêtes foraines sur roues. Le tuning a trouvé son boss final. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Sing Sing sont des rassemblements où les différents peuples autochtones viennent présenter leur culture. C'est à base de danse, de chants, de costumes, de peinture. Et le plus connu des Sing Sing, c'est le Gorokacho. Et franchement, quand on regarde les vidéos, on dirait un défilé du 14 juillet, mais version tradition tribale. Il n'y a pas de tank, mais il y a des plumes, des tambours et de la joie. Comme pour la Lettonie, ce qui m'intéresse ici, c'est ce que tient cette femme là dans les mains. De la dentelle Nienduti. Littéralement, toile d'araignée. Ce savoir-faire vient de la ville d'Itaougua et c'est tellement fin et symétrique que même une vraie araignée serait jalouse. J'ai failli partir sur les défilés de fleurs pour les Pays-Bas, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu cliché, donc je suis parti sur le Gouda. Pas le fromage, attention, la ville de Gouda, qui est certes réputée pour son fromage, mais aussi pour ses pipes en argile très fines et particulièrement populaires au XVIIe et XVIIIe siècle. Quand j'ai lu La danse des ciseaux, je me suis dit que c'était un problème de traduction, mais pas du tout. La danza de las tijeras est une vraie tradition péruvienne. Danse acrobatique, symbolique religieuse et parfois, les pieds en prennent pour leur grade. Ça aurait pu s'appeler la danse des orteils en PLS. En tout cas, on nous a toujours appris à ne pas courir avec des ciseaux à la main. Au Pérou, on danse carrément avec. Ah là, c'était dur de choisir pour les Philippines. Il y avait vraiment des traditions sympas à vous montrer, mais j'ai finalement choisi un classique qui fait serrer les dents quand on regarde, le tinikling. 2 bambous qu'on claque au sol pendant qu'on tente de danser entre sans se faire écraser les chevilles. Et comme si c'était pas assez difficile comme ça, certains font ça en groupe et d'autres mettent carrément le feu au bambou. Le lundi de Pâques en Pologne, c'est Śmigus Dingus. La tradition, se jeter des seaux d'eau, surtout sur les jeunes femmes d'ailleurs, ça porterait chance pour la fertilité. Ou alors c'est juste un prétexte pour faire des batailles d'eau sans pression. Ça par contre j'ai l'impression que c'est juste complètement gratuit. Merci Flavinho pour la reco portugaise. Les 7 jupes de Nazaré. C'est une tenue traditionnelle où les femmes avaient pour habitude de superposer 7 jupons. Pourquoi 7 ? Mais j'ai lu plein de théories. Les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 vagues de la mer, le 7 de Doc 7. Comment ça, il y a peu de chances que ça soit ça ?
Le al-sadou, c'est l'art du tissage traditionnel bédouin. Des motifs géométriques, des couleurs contrastées, une vraie poésie textile. Par contre, ce savoir-faire est en voie de disparition, mais heureusement, au Qatar, de rares maîtres tisserands essaient de le préserver, fil après fil. Nouvelle créature dans notre bestiaire, l'ours roumain. J'étais tenté à un moment de vous faire croire que c'était des vrais, mais non, il y a bien des gens là-dessous, et ils exécutent la danse de l'ours. Mais vous imaginez l'ambiance? Ils sont là à se dandiner au son de la flûte, et d'un coup, bam, rêve party énorme. Ils vont de maison en maison et chassent les mauvais esprits. C'est un peu des amis des Koukéri finalement. Beaucoup moins sympa par contre avec le Royaume-Uni. Regardez-moi cette horreur. Et comme les ours roumains, cette chose appelée Marie-Louide sonne à votre porte pour demander un repas et de la bière. Non mais vous rigolez ou quoi? Il y a ça devant chez moi, mais je n'ouvre jamais ma porte. Alors, pour la Russie, je suis parti sur une tradition un peu spéciale, celle du ballet Berioska. Ce que vous voyez, c'est garanti sans trucage. Les femmes semblent glisser sans bouger les pieds. Et même si c'est pas une tradition ancienne, elle est devenue un emblème. Un peu comme le sirtaki en Grèce, finalement. Pour le Rwanda, je voulais vous parler de l'imigongo, un art décoratif rwandais qui s'effectue entre autres avec de la bouse de vache. Mais puisque je vous en ai déjà parlé ici, eh bien à la place, voici le mushanana, un vêtement traditionnel féminin. Il est souvent porté lors de performances de danse traditionnelle du pays. Cette personne, habillée en taureau rouge, fait référence à un événement qui s'est déroulé dans les années 20 à Saint-Christophe-et-Niévès. Dans une plantation sucrière, un taureau surpuissant et incontrôlable a été blessé. On a même tenté de l'abattre, mais il a survécu grâce à l'intervention d'un vétérinaire. Aujourd'hui, cette scène improbable est rejouée en pleine rue sous forme de théâtre dansé. C'est drôle, local, surréaliste, j'adore. Oui, encore une danse. J'aurais pu faire un 197 danses du monde, on est d'accord. Mais là, c'est particulier, parce que je vous ai trouvé un tuto. Voici donc le Lacomet, qui vient de Sainte-Lucie. En plus, il nous régale le Lacomet, il y a 3 versions. Pitié, Woulet et Mazouka. On peut donc s'y mettre tous ensemble grâce à ce magnifique tuto. Un moment fort dans l'agenda culturel de Saint-Marin, les journées médiévales. Pendant 3 jours, le centre historique vit au rythme des chevaliers, des bouffons et des artisans. Le point culminant de tout ça, c'est la Disfida del Tricorniolo, une compétition qui rassemble des arbalétriers de Saint-Marin et de plusieurs villes italiennes. Une compétition d'arbalètes, mais c'est incroyable! Chaque année, les Garifounas perpétuent une tradition très forte, un pèlerinage sur l'île de Balisso, à Saint-Vincent et les Grenadines, pour honorer leurs ancêtres déportés là en 1796. Environ 5000 d'entre eux y ont été exilés par les Britanniques pendant plusieurs mois. La moitié n'a pas survécu avant que les survivants soient envoyés sur une autre île au large du Honduras. Balisso a longtemps appartenu à un propriétaire privé, mais depuis mars dernier, là c'est très récent, l'État de Saint-Vincent et les Grenadines l'a racheté pour en faire un lieu de mémoire. Sur les îles Rennell et Bellona, on perpétue un savoir-faire ancestral, le tissage traditionnel salomonien. C'est un art transmis de génération en génération et cette femme en particulier là, elle maîtrise tout. Des boucles d'oreilles, des sacs, des portefeuilles. Elle tisse l'histoire de son peuple, littéralement. Le Salvador, c'est très simple, c'est cette photo qui m'a convaincu. Je suis d'accord, ça surprend. Cette créature terrifiante, c'est un des viejos de agostos. Ils apparaissent notamment lors des fêtes patronales du Salvador, et malgré leur tête de boss final de jeux vidéo, leur but est de vous divertir, en faisant des farces. Franchement, quand on les voit en mouvement, c'est vrai qu'on a presque envie de leur faire confiance. J'ai quand même dit presque. Floutage obligatoire pour vous montrer le tatau, le tatouage masculin traditionnel des Samoa. Pour s'en faire un, il faut se rendre dans une communauté samoane, trouver un tufuga, c'est un maître tatoueur, et endurer jusqu'à 2 semaines de tatouage au maillet. Une technique appelée tapping. Chaque session dure entre 6 et 10 heures. Alors, douleur extrême, certes, mais symbole de force, d'identité et d'engagement envers sa culture. C'est pas un simple papillon sur l'épaule, ce truc. C'est un pacte avec tes origines.
Le chill au lit, c'est du théâtre, mais avec de la danse, de la musique et un petit côté portugais. Oui, parce qu'à la base, ça vient du Portugal au XVIe siècle. Mais sur l'île de Sao Tomé, on s'est rapproprié tout ça avec des rôles héréditaires et une mise en scène bien locale. Quand la saison des pluies approche, le peuple sérère, qui vit en très grande majorité au Sénégal, organise une cérémonie divinatoire appelée Roy. On pose des questions très sérieuses à des sages concernant la pluie, les maladies, les remèdes ou encore les fléaux qui nous attendent. C'est un événement très important de la culture sérère entre spiritualité et météo. En Serbie, chaque famille célèbre son propre saint patron et ça s'appelle le Slava. C'est une fête orthodoxe transmise de génération en génération. On fait des prières, on fait un bon repas et surtout on bénit un gâteau très spécial appelé Slavski Kolač. Aux Seychelles, on va danser et chanter grâce au moutia, qui désigne à la fois une danse et une musique composée de chants et de tambours. C'est ce que vous entendez là en arrière-plan. Et dans les années 70, le moutia a fusionné avec le reggae et a donné le muguet. Chez les Mende, un peuple de Sierra Leone, la vie est organisée en société initiatique. Il y a la société Poro chez les hommes et Sandé chez les femmes. Et ceci, c'est un casque-masque qui représente l'esprit de la société Sandé. Un esprit féminin, symbole de fécondité. Il est connu sous le nom de masque Sowei. Le mot kiasu est partout à Singapour. Ça peut se traduire par la peur de perdre. Et concrètement, il se manifeste par un comportement très compétitif. On cherche constamment à surpasser les autres, à sécuriser ses ressources et attention, on craint le risque. Cet état d'esprit est omniprésent et profondément ancré dans la culture du pays. Il y a des études très sérieuses à ce sujet et il y a même une BD qui porte le nom de Monsieur Kiasu. Au XVIIIe siècle, des artisans slovaques devaient souder des trucs, mais ils n'avaient pas de matos. Alors ils ont innové avec des fils de fer. Résultat, une technique encore utilisée aujourd'hui, appelée drotarstvo. L'art de faire des merveilles avec 3 bouts de fil de fer. En Slovénie, l'apiculture est plus qu'une tradition, c'est vraiment un art qui se transmet entre générations. Pour ça, le pays peut compter sur son abeille nationale, l'abeille slovène, réputée pour être très résistante. Et pour que vous vous rendez bien compte de la passion que c'est, le pays est le numéro 1 en Europe en termes de nombre d'apiculteurs par habitant. Ils ont même un musée dédié à ça. Ils font de l'art, des dessins, des chœurs, des inhalations, des massages. Bref, le miel, c'est sacré en Slovénie. Le Danto est une danse traditionnelle somalienne qui s'inspire et imite les mouvements des chameaux. Ah, vous avez bien entendu cette phrase. À l'origine, elle servait à motiver les guerriers. Bon, aujourd'hui, c'est surtout pour s'ambiancer. Ok, une battle semble s'organiser entre le Soudan et l'Éthiopie. Vous vous souvenez, pour l'Éthiopie, j'avais parlé d'une danse du cou. Eh ben, le Soudan a aussi sa propre danse du cou. Elle s'appelle l'Adandawa et faut le reconnaître, elle est quand même beaucoup plus chill. Après, ils se démarquent un peu parce que eux, ils ajoutent le torse aussi. Chez les Mandari, un peuple du Soudan du Sud, l'urine de bétail a bien des utilités. C'est utilisé autant comme un désinfectant que pour donner à leurs cheveux cette couleur particulière. Ils appliquent ensuite sur eux et leurs troupeaux cette cendre pour se protéger aussi de la chaleur. S'il vous fallait une preuve de plus que les spectacles de marionnettes sont terrifiants, le Sri Lanka nous l'apporte. Après, bon, ça reste stylé parce que c'est du théâtre traditionnel et surtout, c'est transmis de génération en génération, souvent dans la même famille. Voilà, les marionnettes en elles-mêmes sont flippantes, mais la tradition est très cool. Vous avez été traumatisé par ce film d'horreur? Eh bien, désolé, mais le Midsommar, c'est bel et bien une vraie tradition suédoise et une des plus importantes de l'année. On célèbre le solstice d'été avec des couronnes de fleurs, de la danse et un grand mât décoré qui trône fièrement et autour duquel on saute comme une grenouille. À l'origine, c'était une fête païenne de la fécondité et d'un coup, le mât prend tout son sens.
À Genève, on célèbre chaque année la soupe de l'escalade. Elle rend hommage à Mère Royaume qui aurait balancé sa marmite bouillante à la tête d'un soldat savoyard pendant l'attaque de 1602. Depuis, on mange de la soupe en souvenir et on casse des marmites en chocolat. Tiens, statistiquement là, il y a combien de Suisses parmi vous qui regardent cette vidéo en mangeant de la soupe? Il y en a forcément quelques-uns. Le Suriname a sa propre version de l'awalé qui s'appelle l'adjiboto. Et là, je dois vous expliquer un peu. Je suis tombé sur le témoignage de cet anthropologue américain. À la fin des années 20, lors d'un voyage en Guyane néerlandaise, l'ancêtre du Suriname, il est parti à la rencontre du peuple Saramaka. Il s'est retrouvé dans le village de Beidoti et c'est là qu'il a découvert l'adjiboto. Mais contrairement aux lieux aux alentours, c'est le seul endroit où il a vu que ce jeu avait une dimension rituelle. Les habitants y jouaient en période de deuil dans la maison où reposait le corps du défunt. L'adjiboto servait ainsi à divertir les esprits présents autour. Voici des objets issus du soufflage de verre traditionnel syrien. C'est surtout pratiqué à Damas et ils sont faits à partir de verre recyclé. Les motifs sont souvent inspirés de symboles culturels comme la main de Fatima là juste là. Les mariages tadjiks sont remplis de petites traditions. L'une d'entre elles, donner de l'argent pour acheter la mariée, mais rassurez-vous, on fait aussi l'inverse. La famille de la mariée peut acheter le futur époux. Chez les Kuria en Tanzanie, pour contourner l'interdiction pour les femmes de posséder des terres, une tradition très smart s'est développée, Nyumba Ntobu. Concrètement et très simplement, elles se marient entre elles. L'aînée devient chef de famille et la plus jeune a des enfants hors mariage. Résultat, une famille stable, des terres préservées et surtout une indépendance assumée. Et je précise, le peuple Kuria est aussi très présent au Kenya, mais je vous en parle pour la Tanzanie parce que c'est une tradition beaucoup plus répandue de ce côté-là de la frontière. Le Tchad nous propose un rituel capillaire ancestral, le chébé. Il est pratiqué par des femmes du peuple Bassara pour entretenir leurs cheveux longs. Et le chébé, c'est aussi le nom qu'on donne à cette poudre. On l'obtient à partir de graines séchées d'une plante endémique de la région du Guéra. On la mélange à de l'eau, des huiles, du beurre, hop là, on tartine les cheveux et on les tresse. Le 31 décembre, les Tchèques coupent une pomme en deux. Si le trognon est en forme d'étoile, ça annonce des choses très très cool. Bonheur, réussite, prospérité. C'est une tradition ancienne, n'hésitez pas à me dire si elle est toujours pratiquée. En Thaïlande, un homme de 20 ans peut être ordonné moine temporairement pour honorer ses parents et leur permettre d'accumuler du mérite. Cette tradition, qui est liée au bouddhisme, inclut le pack total. Rasage de tête, port d'une tenue blanche, procession symbolique sur un faux cheval qui rappelle le départ du Bouddha pour l'ordination. C'est hyper intéressant, je connaissais pas du tout. Merci à Vio Mikaya-chan pour la proposition. C'est appétissant, non? C'est ce qu'on récolte quand on participe au Mechi, une fête traditionnelle qui a lieu à Lautem, à l'est du Timor oriental. Sur place, Mechi c'est le nom de ces vers, mais ils sont aussi connus sous le nom de vers palolo. La tradition c'est de les récolter pendant une nuit très précise et de les cuisiner. Voici d'ailleurs de superbes images de la récolte. Ah bah je vous avais dit, ça se passe de nuit. Pour passer à l'âge adulte, le peuple Kabyé participe à des rites initiatiques. Je précise tout de suite, ce peuple est présent dans plusieurs pays, Togo, Bénin, Ghana. Mais je vous en parle pour le Togo parce que chaque année, la région de la Kara, au nord du pays, accueille un événement très important, les Evala. C'est à l'occasion de cette grande fête que les hommes de 18 à 20 ans deviennent officiellement adultes. Pour ça, ils dansent, ils chantent, mais surtout, ils luttent. Le Laka Laka, c'est la danse traditionnelle des Tonga. Et plus qu'une danse même, ça mêle chorégraphie, chant et poésie. Elle peut rassembler des centaines de personnes lors de grandes cérémonies. Je suis même tombé sur une archive où on voit un Laka Laka effectué par des danseurs fidjiens lors d'une visite de la reine Elisabeth II en 1953. Je vous précise, c'est des danseurs fidjiens, mais c'est bien une tradition qui vient des Tonga. Ça, c'est un pan. Ça vous dit peut-être pas grand-chose comme ça, mais je vous promets qu'on connaît tous le son que ça fait.
Ah, vous êtes pas détendu là, on n'a pas envie de se mettre dans un petit hamac tranquille. C'est fou que le son d'un instrument soit à ce point caractéristique d'un lieu géographique. En tout cas, si je vous en parle, c'est qu'il est originaire de Trinité et Tobago et qu'il est apparu dans les années 30. Et là-bas, évidemment, c'est une institution. Autour des îles Kerkena, en Tunisie, on pratique la charfia, une méthode de pêche ancestrale basée sur la marée et sur le comportement instinctif des poissons. Ces derniers se retrouvent piégés dans ces pêcheries fixes que vous voyez là, qui sont fabriquées à partir de feuilles de palme plantées dans le fond marin. Le cheval, Akal Teke, est plus qu'un animal au Turkménistan, c'est une fierté nationale. Et logiquement, il se retrouve au cœur de plusieurs traditions, courses, spectacles, concours de beauté, artisanat. Il est partout ce cheval, il est même sur les billets de banque. Et son élevage est une institution dans le pays. Nous, on appelle ça la lutte turque. Chez eux, c'est Yalu Guresh. Autrement dit, la lutte à l'huile. Et c'est logique, les combattants s'enduisent le corps d'huile. Alors heureusement que le pantalon est là pour pouvoir saisir quelque chose. D'ailleurs, le pantalon, c'est un vêtement traditionnel appelé kispet. Le maître kispet Irfan Shahin a même été déclaré trésor humain vivant, parce qu'il possède et transmet les connaissances liées à la confection de cet habit. Plus de 60 ans qu'il maintient cette tradition ancestrale en vie. Non mais vous vous imaginez si votre pays vous nomme trésor humain vivant? Mais quelle classe! Alors là, pour Tuvalu, c'est un peu particulier. Juste ici se trouve le centre d'artisanat féminin de Tuvalu. C'est un petit magasin où on trouve des objets confectionnés à partir de techniques de tissage anciennes. On est pile dans la tradition, mais vous devez vous demander qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Eh ben, ce qui est singulier, c'est que cette boutique ouvre uniquement lorsque des avions atterrissent à l'aéroport de Funafuti. Et plus rarement quand des bateaux de croisière arrivent sur l'île, mais il n'y en a pas beaucoup dans l'année. C'est un moyen pour les touristes de repartir avec de l'artisanat 100% tuvalais. Lors d'un mariage ukrainien, la mariée peut porter ceci. Il s'agit d'une couronne faite en cire. Elles sont traditionnellement fabriquées dans la région de Vinnytsia et l'État a même placé ce savoir-faire sous protection et l'a inclus dans la liste nationale du patrimoine culturel immatériel de l'Ukraine, tellement c'est important. Pour notre prochaine tradition, on se rend en Uruguay, dans un quartier de Montevideo. C'est là qu'a lieu Las Guerras de Agua y Papelitos, les batailles d'eau et de papier. Le 31 décembre de chaque année, on déchire les agendas de l'année écoulée, on balance les confettis depuis les fenêtres, et si vous passez en dessous, hop là, seau d'eau sur la tête. Au Vanuatu, on fait des dessins dans le sable, mais pas pour faire joli. C'est un langage ancestral. Chaque trait raconte une histoire, une légende, une règle, un savoir. C'est hypnotisant, c'est précis, et c'est carrément reconnu par l'UNESCO. Pour que lui dise ça, il faut d'abord qu'il y ait ça. Mais avant d'en arriver là, on passe souvent par ça. Et pour que ça et ça puissent avoir lieu, il faut surtout qu'il y ait ça. Voilà. En gros, je viens de vous résumer la manière dont on élit un pape. Il y a d'abord le conclave, c'est un huis clos qui réunit tous les cardinaux. Tant qu'ils ne parviennent pas à désigner un nouveau pape, les portes restent closes. La fumée noire, c'est pour dire, désolé là, on n'a pas encore réussi à choisir un pape. La fumée blanche, c'est bon, là les gars, on a réussi. On peut rouvrir les portes, et lui, il annonce ça officiellement. Habemus, papam. Nous avons un pape. Au Venezuela, il existe une tradition de fêter Noël en roller. Elle s'observait beaucoup à Caracas il y a quelques dizaines d'années, où dans certains quartiers, des rues entières étaient fermées. Cette tradition a l'air d'avoir un peu disparu, mais des municipalités tentent de la faire revivre. Bon, comment vous décrire cette tradition vietnamienne? Dans les villages de la province de Hai Duong, vous pouvez voir des gens jouer à ça. En gros, le but c'est de créer une espèce de disque, de plateforme en bout, d'y tracer une sorte de bande tout autour qui, au moment de l'impact avec le sol, est censé se déployer. On mesure ensuite sa longueur et on voit qui a fait le meilleur score. Je trouve ça incroyable. Cet instrument s'appelle le kanbus et il est originaire du Yémen. Ce luth a joué un rôle important dans la musique yéménite, notamment dans le chant de Sanaa. Il s'agit d'un ensemble de chants traditionnels qui est en train de doucement disparaître. La tradition de la Zambie m'a fasciné. Imagine, tu te promènes tranquillement au bord d'un petit cours d'eau et au loin,
tu vois ça, le Kuomboka. Chaque année, à la fin de la saison des pluies, le peuple Lodzi migre pour échapper aux inondations. Et ça, là, c'est le roi du peuple Lodzi qui voyage. Et c'est pas nouveau comme tradition, hein. Elle est vieille de plus de 300 ans. Après, voilà, ne croyez pas que ça a lieu au milieu de nulle part, hein. C'est un événement, il y a beaucoup de monde qui y assiste. Le Zimbabwe nous permet de conclure en beauté avec le Mbende Jerusarema. Une danse acrobatique, hyper rythmée, plein de gestes rapides, de mouvements du bassin, qui est pratiquée par le peuple Zezuru. À l'origine, elle avait un rôle guerrier, et puis elle est devenue progressivement un peu plus synonyme de fertilité. Et nous voilà arrivés au bout de ce 197. Comme d'habitude, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, en une seule fois ou en plein de parties, peu importe. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir tout ça. Nous en plus, on voyage. Alors évidemment, ça nous prend des semaines avec l'équipe pour vous faire ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à partager vos traditions en commentaire, à nous dire vos préférés, qu'on en discute un peu quoi. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.